Discussion à Paris sur la sécurité au Sahel et les engagements de Pau pour le G5 Sahel. Le point complet de la rencontre de haut niveau à l'Elysée entre les deux chefs d'État burkinabés et français à suivre dès le début de ce journal. Les légumineuses comme alternative sérieuse à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Une dynamique au cœur de la journée mondiale des légumineuses célébrée par le biais d'échanges avec les journalistes. On voit cela dans quelques instants. Des élèves qui mangent sans se laver les mains, des vendeurs qui font des efforts pour soigner la nourriture proposée aux plus jeunes clients, le goûter de nos enfants à la récréation, c'est le dossier que nous vous proposons ce soir dans ce journal. Et puis en France, le froid glacial qui met à rude épreuve les migrants et les personnes sans abri. À Calais, des mesures sont prises pour la protection de ces couches sociales les plus vulnérables. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonsoir, merci de votre attention. C'est donc une rencontre de très haut niveau qui réunit les deux chefs d'État burkinabés et français à l'Elysée ce mercredi. Une matinée de travail consacrée à la sécurité au Sahel. Le sommet du G5 Sahel, c'est dans quelques jours. Et Roch-Marc Christian Kaboré et Emmanuel Macron revoient en tête-à-tête les engagements de Pau et leurs acquis sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel et les défis de développement à relever. Voici pour vous la visite du président du Faso à l'Elysée résumée par notre envoyé spécial de retour de Paris, Vincent Kendrebego. Dans une cour de l'Elysée blanchie de neige, la voiture présidentielle burkinabé avance, une revue de troupes à véhicule, sous le regard du locataire des lieux. Pas de poignée de main, Covid-19 oblige, mais l'accueil est pour le moins chaleureux. Roch-Marc Christian Kaboré et Emmanuel Macron s'engouffrent dans le palais pour un déjeuner en tête-à-tête. Sur la table, un dossier sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans les pays du Sahel, une année après le sommet de Pau. Les deux chefs d'État avaient besoin de se rencontrer pour préparer le sommet du G5 de N'Djamena qui va avoir lieu dans quelques jours. Et comme vous savez, ça fait un an que nous avons eu donc le sommet de Pau. Le sommet de Pau qui avait débouché sur un accord qui était soutenu par une feuille de route. Et cette feuille de route, nous avons un comité de suivi qui fait régulièrement le point de la situation. Et les engagements qui ont été pris de part et d'autre, il y a eu des avancées. Mais il est question de voir comment est-ce que, avec les acquis que nous avons engrangés en une année, comment est-ce qu'on peut donner encore beaucoup plus un poids politique, beaucoup plus de tonus pour relancer encore davantage. En un an, la situation sécuritaire au Burkina Faso s'est nettement améliorée, ce que relève le chef de la diplomatie burkinabé. Mais de grands défis demeurent pour consolider les acquis. Il faut restaurer la présence de l'État accompagnée d'actions de développement sur tout le territoire national. Dans le cadre du Burkina, nous vivons une certaine accalmie, mais cela ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Vous savez bien que Pau s'est décliné en 4 piliers. Il y a la lutte contre le terrorisme, il y a le renforcement des capacités des armées, il y a le retour de l'État et il y a le développement. Donc si nous avons des acquis en termes de lutte contre le terrorisme, il faut que l'État et les services puissent se réinstaller dans les zones où le calme revient, et il faut également que si l'État se réinstalle, il faut donc que le développement puisse suivre pour accompagner les populations. Donc il y a ce travail-là qui doit pouvoir suivre, de sorte que nous ayons des zones beaucoup plus viables, et donc N'Djamena va être encore plus déterminant. Et il était important que certaines questions, qu'il y ait une harmonie sur certaines questions, de sorte qu'on puisse arriver donc à des réunions assez fructueuses dans la capitale tchadienne. Après un long entretien qui se termine sur le perron, Emmanuel Macron raccompagne son hôte jusqu'à sa voiture. Les deux chefs d'État devraient se retrouver à N'Djamena au Tchad le lundi prochain, au sommet du G5 Sahel.
Et à peine rentré de Paris que le président du Faso reçoit en audience un envoyé spécial du président sri lankais venu parler investissement et coopération bilatérale entre les deux pays avec le chef de l'État burkinabé, compte rendu urbain Benito Somé et Isiaka Nana. L'agriculture et l'énergie solaire, deux secteurs qui intéressent le Sri Lanka au Burkina Faso. C'est le message du président sri-lankais adressé ici au président du Faso. Et au sortir de cette entrevue, l'émissaire du président sri-lankais laisse entendre que bientôt, des investisseurs de son pays seront au Burkina pour entreprendre de grands projets. For example, agriculture, we want to go into backward integration. En ce qui concerne l'agriculture, par exemple, nous allons produire, transformer et exporter. Et nous allons donc moderniser le secteur agricole. En ce qui concerne l'énergie, nous allons focaliser sur l'énergie solaire. Nous pouvons faire des productions dans un délai de 6 mois. Et donc, nous allons construire des centrales solaires, les exploiter et puis les transférer par la suite. Entre le président du Faso et l'envoyé spécial du président sri-lankais, il a également été question de relations bilatérales entre les deux pays. Une relation qui entre en droite ligne de la vision politique du Sri Lanka, à savoir le renforcement des liens entre l'Afrique et ce pays situé en Asie du Sud. Au Burkina Faso, la crise sécuritaire a fait des milliers de déplacés internes et c'est de leur situation dont il est question à la primature. Le chef du gouvernement a des échanges avec une délégation des Nations Unies au sujet de l'assistance humanitaire la plus adéquate possible dans les zones touchées par l'insécurité. La synthèse avec Salifou Belem et Wendata Nathalie Kaori. 3 500 000 personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans 6 régions prioritaires du Burkina Faso en 2021. Comparativement à l'année 2020, le nombre de ces personnes a augmenté de 21%. Selon la délégation des Nations Unies reçue ici par le Premier ministre, c'est une situation urgente qui commande de réadapter les moyens d'action sur le terrain. Aujourd'hui, la crise prend de l'ampleur plus vite que la réponse. La présence humanitaire doit être encore renforcée pour faire face à la situation volatile et la détérioration de la situation ainsi que l'augmentation rapide des besoins. Le plan de réponse humanitaire 2021 au Burkina Faso vise à aider 2,1 millions de personnes et nécessite 607 millions de dollars. Et la délégation d'insister que l'assistance vitale doit être soutenue par des actions de développement. Elle encourage l'État burkinabé à intensifier ce type d'action au profit des localités touchées par la crise sécuritaire. Cela signifie qu'il faudrait investir dans les services sociaux de base, en particulier dans le nord et l'est de Burkina Faso, ainsi qu'améliorer les infrastructures et l'éducation, lutter contre l'impact du changement climatique et créer des modèles de moyens de subsistance durables pour les générations futures. Les échanges avec le chef du gouvernement ont été constructifs selon la délégation des Nations Unies. Une délégation qui salue au passage la résilience des personnes déplacées internes ainsi que la solidarité dont elles bénéficient dans leur localité d'accueil. Des élections de novembre 2020 émaillées d'irrégularités et de corruption, c'est ce que l'on retient du rapport du Réseau national de lutte anti-corruption sur l'organisation des dernières échéances électorales au Burkina Faso. Le compte-rendu complet du point de presse animé ce jour par le RENLAC avec Daouda Ouattara et Boukari Ouedraogo. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC passe au scanner les élections couplées législatives et présidentielles de novembre 2020. Les 26 observateurs du réseau déployés dans les 13 chefs-lieux de région avaient pour mission de dénoncer tout acte de corruption et de fraude électorale. En 3 mois précisément avant, pendant et après les élections, les observateurs ont fait mention de distribution d'argent, de carburant, de gadgets et d'utilisation de biens de l'État. Les partis politiques impliqués dans les pratiques de corruption sont le MPP, 46,9% des cas,
le CDP 10,3%, l'UPC 7,3%, le RPI 3,5%, au même titre que Agir Ensemble. La question qui se dégage, les élections seraient-elles crédibles au regard des cas de corruption électorale constatés? Nous avons noté des faits que, en tout cas, nous soumettons à l'ensemble des citoyens parce que nous estimons que si on doit poursuivre sur cette voie de corruption électorale, où c'est pratiquement l'argent qui décide du sort des élections, on se demande bien si c'est vraiment des élections. Et on se demande si c'est de la démocratie ou la plutocratie, comme vous avez vu sur nos affiches. Est-ce que de là nous allons dire que ces élections-là ne sont pas crédibles? Ça, c'est à chacun de tirer sa conclusion. Dans tous les cas, le RENLAC s'inscrit dans une dynamique qui consiste à faire en sorte que la majorité des Burkinabés refuse la corruption. Pour réussir son pari, il a fait des recommandations à l'endroit des acteurs politiques, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de la communication et bien évidemment à l'endroit de la justice burkinabé qui l'invite à mettre en place un dispositif pour poursuivre et réprimer la corruption électorale. La nouvelle formule du Service national pour le développement expliquée aux journalistes, la formation civique et militaire de retour. Et voici les détails à savoir notamment sur le profil des appelés et les autres aspects du SND avec Paul David Bambara, Draman Guéné. La formation civique et militaire fait son grand retour au SND. C'est le passage obligatoire pour tout élève fonctionnaire sortant de plus de 30 ans. Les jeunes travailleurs débutants du privé sont aussi concernés par la formule. 90 jours de formation militaire de base, de valeur de probité et de rigueur pour leur donner le statut de réserviste de l'armée. Ils auront le temps d'apprendre et le civisme et le patriotisme et les rudiments militaires. Je veux parler du maniement des armes, je veux parler des combats et autres choses. Pour que quelqu'un puisse intégrer la réserve, il lui faut au moins 90 jours de formation. Donc, ce que le SND vise, c'est de former des jeunes qui pourront constituer une réserve pour l'armée. Le Service national pour le développement nouvelle version, c'est cumulativement la formation militaire et la participation pécuniaire à l'essor du pays. Même les inaptes sont enrôlés, mais ils seront seulement dispensés du sport. Chaque appelé va donc céder comme d'habitude le tiers de son salaire de base. Vous allez faire la formation militaire, le tiers de votre salaire que vous cédez à l'État, vous allez toujours le céder. L'appelé cède seulement un tiers de son salaire de base. Si vous avez, supposons, 150 000 francs de salaire de base et peut-être 90 000 francs d'indemnité, vous cédez 50 000, donc des 150 000, et vous prenez les 100 000 plus vos 90 000 d'indemnité. Le SND se prépare à accueillir la première promotion de la formule à la prochaine sortie des écoles professionnelles. Le retour au service militaire est décrété en Conseil des ministres le 29 janvier dernier pour lutter contre l'insécurité, l'incivisme, la défiance de l'autorité de l'État. Et c'est à travers une conférence de presse célébrée à Ouagadougou la journée mondiale des légumineuses cette année. Les hommes de médias sont mis à contribution pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'importance des légumineuses dans l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les responsables du département de l'agriculture présentent dans la foulée le bilan définitif de la campagne agricole aux hommes de médias. Précision Daouda Ouattara et Ernest Kambiri. Sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'importante contribution de l'arachide, du niébé, du vanjou, ou pois de terre ou encore du mounbini, principale légumineuse dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est tout l'enjeu de la commémoration de la journée mondiale des légumineuses le 10 février de chaque année. Covid-19 oblige, l'édition de 2021 est célébrée ici à travers un point de presse, toujours avec la même détermination. Mettre en lumière les bienfaits et les apports des légumineuses dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Selon la FAO, les légumineuses contiennent environ 2 fois la quantité de protéines présentes dans les céréales.
tels que le maïs, 22% pour les légumineuses, contre 10% pour le maïs. À l'issue de la campagne agricole écoulée, nous avons enregistré une production de 704 539 tonnes de niébé, 74 647 tonnes de voanzou, 98 513 tonnes de soja et 630 526 tonnes d'arachide. Faisant le point de la production définitive des cultures céréalières au titre de la campagne qui s'achève, le ministre de l'Agriculture s'est attardé sur le bilan de la première année de l'initiative, produire 1 million de tonnes de riz paddy, pour dire que la production risicole s'élève à près de 452 000 tonnes. Une production risicole en hausse de 30% par rapport à la campagne écoulée, mais loin de l'objectif présidentiel. Également en hausse, sans être véritablement satisfaisant, la production cotonnière burkinabé est estimée à 696 636 tonnes. Évoquant les perspectives de production pour 2021-2022 qui se chiffrent à 5 999 000 tonnes pour les céréales, Salif Ouedraogo a laissé entendre que des actions et mesures fortes seront mises en œuvre pour accompagner les acteurs, surtout avec le changement de dénomination de son ministère. Ce changement indique une volonté des plus hautes autorités d'intensifier la mécanisation agricole. Ainsi, les actions majeures vont consister au renforcement des unités de mécanisation agricole et des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Le développement de la mécanisation couvrira tous les maillons de la chaîne de valeur agricole avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la FAO. Et pour ce faire, l'État burkinabé va mettre à la disposition des producteurs 1000 tracteurs pour accélérer et intensifier la mise à l'échelle de toutes les initiatives qui visent la transformation structurelle de l'agriculture burkinabé. Et le coton, premier produit de l'agriculture au Burkina Faso, pourrait mieux contribuer à la croissance de l'économie si l'accent est mis davantage sur la transformation. C'est la conviction du projet Mode Éthique qui travaille à offrir des conditions de création d'emplois dans la chaîne de valeur coton. Les acteurs du projet font à Ouagadougou le point des activités. L'ouverture des travaux de la 3e session du comité de pilotage est suivie par Souleymane Sanou et Mounira Keri. Moins de 4% du coton produit au Burkina et au Mali est transformé sur place par les artisans locaux. Le projet Mode Éthique contribue au rayonnement de ce savoir-faire local, cela à travers des produits finis vendus principalement à des maisons de mode à l'étranger. Nous saluons le projet Mode Éthique qui arrive dans le cadre de ces politiques publiques développées dans notre pays, qui s'insère parfaitement dans l'ensemble des actions que nous menons pour accompagner ce segment d'acteurs, notamment les artisans et les artisanes, pour améliorer leur capacité productive, améliorer leur savoir-faire, leur ouvrir des horizons nouveaux au plan national et à l'international pour commercialiser les produits, faire en sorte que les produits soient de qualité. Mode Éthique intervient tout au long de la chaîne de valeur coton, l'égrenage, le tissage, jusqu'à la transformation des tissus en produits finis. Il est financé par le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne et envisage créer 4 650 emplois au profit des jeunes et des femmes. C'est une initiative du Centre de commerce international de Genève qui est financée par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. Et ce projet vise à créer 4 650 emplois au Burkina Faso comme au Mali. Notre objectif au Burkina est d'accompagner, de soutenir, de créer 2810 emplois. À ce stade, nous en sommes à 1850. Le défi est encore grand, mais nous pensons qu'avec la prolongation du projet, nous pourrons y arriver. Cette rencontre, qui se tient en présentiel et par visioconférence, regroupe 6 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Canada, la Suisse, l'Italie et la Belgique. Il s'agit de faire le point des activités menées et définir un plan d'action pour la dernière année d'exécution du projet. Objectif transition vers l'économie verte, le Burkina Faso est sur la bonne voie. La concertation entre l'Institut mondial pour la croissance verte et les acteurs burkinabés dresse le bilan du programme environnemental des Nations Unies qui devrait conduire le Burkina Faso vers la croissance verte. Ali Doubadini, Pascal Kané. Aider le Burkina Faso dans sa transition vers la croissance verte et le développement durable, c'est l'objectif principal de l'Institut mondial pour la croissance verte en session ce matin avec les représentants des différents secteurs de production. Il s'agit de faire le point des acquis de l'année écoulée et de programmer les activités phares de 2021.
Le Burkina Faso est membre de cet institut il y a seulement une année avec déjà des résultats sur le terrain. Il y a plusieurs éléments sur lesquels on a travaillé avec le gouvernement. D'abord sur les questions des directives cadres pour l'accompagnement des villes classiques en ville verte. Il s'agit de réellement donner les outils nécessaires pour aider les villes à faire la transformation en sobre en carbone. On a aussi travaillé sur la mise en place d'un système de mesurage, de rapportage et de vérification qui est très important par rapport aux engagements du gouvernement liés à l'accord de Paris. En ouvrant les travaux de la session, le ministre de l'Environnement a dit sa conviction que le salut de Burkina passera par la croissance verte. C'est pourquoi il salue la présence de cet institut mondial aux côtés de son pays. Si vous parlez de croissance aujourd'hui, de développement des pays, nécessairement la question environnementale est au cœur de la réussite de ces genres de projets-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'accueillir DJI, qui est un institut mondial qui nous permet de comprendre que la croissance verte est une réalité et que nous devons avoir des objectifs clairs en la matière et de pouvoir poursuivre dans ce domaine-là afin de développer nos pays. L'Institut mondial pour la croissance verte est un institut spécialisé mis en place sur recommandation de la COP de 2012. Il est présidé par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et se donne pour mission principale d'accompagner les pays membres vers une croissance qui émet moins de carbone. Éducation à présent, et nous allons à Koudougou pour le lancement de la campagne d'alphabétisation. L'éducation non formelle en situation de crise, quelle résilience, c'est le thème de la campagne dont le coup d'envoi est donné à Peyiri en présence de Issa Kafanto et Maïmouna Traoré. Jour de rentrée pour les apprenants des centres de formation et d'éducation de base non formelle au Burkina Faso. La campagne d'alphabétisation 2020-2021 vient ainsi d'être lancée avec de grands défis à relever, d'où le thème « L'éducation non formelle en situation de crise, quelle résilience ?» Les principaux défis, c'est faire en sorte que tout se passe bien, malgré donc le contexte de crise, double crise sécuritaire et sanitaire. Donc dans le respect strict des mesures barrières d'abord, mais ensuite donc faire en sorte que partout où la situation sécuritaire perturbe donc le développement de l'alphabétisation, que nous puissions trouver des alternatives pour pouvoir donc le faire et pouvoir donc alphabétiser beaucoup plus que l'année dernière et beaucoup plus aussi de jeunes en lien avec les métiers. D'autres types de défis, c'est des défis aussi de construction de centres de promotion de l'alphabétisation. Il est prévu au titre de l'année 2021 la construction d'une dizaine de centres d'alphabétisation. L'innovation majeure de cette campagne est la responsabilisation des collectivités dans la politique éducative. Nous avons décidé donc d'accompagner une commune par province afin d'expérimenter donc cette innovation, donc de mettre à disposition des ressources pour qu'ils puissent suivre et aider au développement donc de l'alphabétisation. Au cours de la campagne précédente, 2365 centres ont été ouverts au profit de près de 95 000 apprenants. Les opérateurs en éducation non formelle ont renouvelé leur engagement à œuvrer pour la réussite de la campagne, mais souhaitent le relèvement de la prise en charge qui est de 100 000 francs. Et voilà qui nous conduit à ces questions. Qu'est-ce que nos enfants mangent à l'école, à la récréation et surtout, dans quelles conditions d'hygiène prennent-ils ce goûter? L'une de nos équipes de reportage fait le constat dans quelques écoles dans la ville de Ouagadougou pour vous donner les réponses à toutes ces questions. C'est le dossier que nous proposent Daouda Ouattara, Césaire Carfo et Maïmouna Traoré. Il est 10 heures à l'école Kangzougou à Ouagadougou. C'est l'heure de la récréation. Le moment pour les élèves de marquer une pause pour reprendre des forces afin de poursuivre les cours de la mi-journée. Dès la sortie des classes, un point de convergence, le lieu du casse-croûte, communément appelé Petit Marché. Une dizaine de femmes installées là leur proposent des jus et des mets variés. Il y a du pain. Avocat. Il y a des sandwichs d'avocats, de poissons, de légumes, des brochettes de soja, des gâteaux et toutes sortes de jus. Dans tous les établissements scolaires, primaires ou secondaires, ces petits marchés occupent une place de choix. Avec 25, 50 ou 100 francs, les enfants trouvent de quoi calmer leur faim en attendant midi. Mais attention,
tous ou presque mangent sans observer les mesures d'hygiène. Si dans certains établissements, la défaillance des dispositifs de lavage de mains est un prétexte, le constat est que même là où ils sont disponibles, se laver les mains au savon avant de manger semble être le dernier souci de ces enfants. On nous a donné le lave-mains, le savon est fini. Le lave-mains aussi, le lave-mains est gâté. Certains élèves, ils peuvent venir à l'école, ils sont en retard, ils ne veulent pas s'arrêter, laver leurs mains ou d'autres contraires. Et que dire du pain, souvent exposé à l'air libre, ou de l'eau de vaisselle qui laisse à désirer? C'est la même main qui sert qui reçoit l'argent. Il y a des femmes qui sont propres et il y a des femmes aussi qui sont sales. Eux-mêmes, ils lavent pas leurs mains avant de couper leurs concombres. Une interpellation donc à l'endroit des vendeurs qui, eux aussi, se défendent. Cela fait plus de 30 ans que je vends ici, mais je n'ai jamais eu de problème. Je prends toutes les dispositions pour que la nourriture soit préparée et servie dans de bonnes conditions. Je ne vends jamais les restants de nourriture aux enfants. Nous sommes soucieuses de l'hygiène. Chaque vendeuse lave bien ses plats et les légumes. Et nous veillons à ce que tout soit couvert. Dans certains établissements scolaires, les premiers responsables sont regardants sur ces petits marchés et l'accès des vendeurs à la cour de l'école est soumis à une autorisation préalable. Voilà, pendant le froid, en collaboration avec l'école A, on essaie de voir si on peut limiter tout ce qui est froid là pour éviter la toux au niveau des élèves. Bon, de temps en temps, on va jeter un coup d'œil, voir. Quand la maladie à coronavirus est venue, moi j'avais dit aux femmes, là, chacune n'a qu'à se protéger, hein, avoir un lave-main, mais jusqu'à présent, c'est chose qui n'est pas faite. Hein. Mais bon, le masque, de temps en temps, elle porte. Pour que les élèves soient dans des conditions les meilleures de travail, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et pour être en bonne santé, je crois qu'il faut qu'ils consomment sain. Et les démarches vont dans le sens de sensibiliser d'abord ces dames-là, voilà, sur l'hygiène, la qualité même des mains. Nous veillons personnellement à ce que les conditions qu'on va édicter là soient respectées. Donc il y a un suivi. Voilà, régulièrement, je crois qu'il faut peut-être aller vers elles, voilà, pour s'assurer que ce qui se vend, ça va. La sensibilisation et encore la sensibilisation pour des acteurs dont les comportements sont aux antipodes des mesures barrières contre la propagation de la maladie à coronavirus. Tout autre sujet dans ce journal et nous allons aborder l'utilisation des données statistiques sur le tourisme. C'est un sujet au cœur d'une formation à Ouagadougou. Représentants de partis politiques et de la société civile sont concernés par cette session dont l'objectif est de promouvoir le secteur du tourisme durement éprouvé par les crises sécuritaires et sanitaires. L'ouverture des travaux ce matin à Ouagadougou avec Moussa Ouedraogo, Amadou Marcel To. Ils sont guides, hôteliers, opérateurs touristiques ou représentants d'ONG et de partis politiques. Face à ces acteurs, le ministère en charge de la culture plaide pour une meilleure prise en compte des statistiques sur le tourisme dans leurs différentes activités. Au niveau par exemple des hôteliers, les statistiques ne sont pas toujours suivies, alors que c'est très important les statistiques dans le domaine de la culture et notamment dans le domaine du tourisme. Parce que cela permet aussi d'avoir le point des entrées, ça leur permet également d'avoir le point de tous ceux qui sont hébergés dans les hôtels. Et cela permet aussi de promouvoir l'attractivité du pays. 48 heures de formation et de sensibilisation sont mises à profit par le département pour permettre aux participants de mieux s'approprier et d'accéder aux données statistiques pour le rayonnement du secteur du tourisme. Mais ce que nous attendons d'eux, c'est de diffuser autour d'eux l'importance des statistiques dans notre pays, l'importance des statistiques dans le tourisme et de donner l'envie aux gens de venir et également de se déclarer et permettre également à tous ceux qui sont hôteliers, tous ceux qui hébergent des gens, qui viennent d'ailleurs, qu'ils puissent permettre aux statistiques de connaître le nombre de personnes qui fréquentent le Burkina Faso et de montrer que le Burkina Faso reste un pays fréquentable. Mieux, l'utilisation efficiente des statistiques sur le tourisme permettra de promouvoir davantage le secteur.
quand on sait qu'il a généré près de 200 000 emplois en 2015 et plus de 500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Un mot de l'actualité hors du Burkina pour refermer ce journal, et c'est en France que nous allons où le froid n'épargne pas les migrants, et à Calais des mesures sont prises par les autorités locales pour mettre à l'abri les personnes dans les rues et plus particulièrement les migrants. À Calais, en France, les exilés disent vivre en enfer. L'épisode de grand froid qui s'est abattu sur la région a figé la boue dans les campements, mais il a aussi gelé les points d'accès à l'eau et les abris de fortune. Les températures ressenties dépassent les moins 10 degrés. Je dors dans une tente. Et la tente même, c'est gelé. Pour ouvrir, il a fallu que je le déchire pour sortir. Parce que la fermeture a été bloquée. Les autorités françaises ont ouvert des abris d'urgence où les exilés peuvent obtenir un repas chaud et un lit pour la nuit. Mais des ONG dénoncent les difficultés d'accès à ces dispositifs, souvent jugés trop éloignés, et demandent un accueil 24 heures sur 24 sans vérification administrative. C'est une honte tout simplement ce qui se passe à Calais et à Grande-Synthe. On fait croire qu'on ouvre à grand tour de communication des dispositifs que les migrants ne veulent pas prendre tout simplement parce que c'est trop éloigné des coins de passage, ils veulent aller en Angleterre. Ça fait des années qu'on propose ces dispositifs et que ça ne marche pas. Actuellement, 1 millier d'exilés survivraient sur le littoral du nord de la France en attendant de pouvoir franchir la Manche et d'entamer une nouvelle vie au Royaume-Uni. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'information revient dans sa dernière version à 23h avec Amandine Lalsaga. Très belle soirée à tous.